Le roi s'ennuie. Entre ses murs gris, confiné dans son château, le roi s'ennuie. Trop las, trop vieux pour faire la guerre, trop blasé pour penser aux affaires, trop repu pour s'amuser ou être ému des musiciens ou des conteurs qui viennent le distraire. Pourtant, les histoires, le roi, il aime ça. Mais celles qu'on lui raconte, il les connaît toutes déjà. Lui, ce qu'il aimerait, c'est qu'on lui raconte une histoire étonnante. Oui, c'est ça, une histoire inédite, stupéfiante, saisissante, extravagante. Une histoire extraordinaire. Oui, je sais, dit le roi. Pour avoir une histoire comme ça, il faut aller chercher des conteurs à l'autre bout de la terre, et pour aller chercher des conteurs ailleurs, il faut de l'argent. Or, point de guerre, point d'affaires, point d'affaires, point d'argent, point d'argent. Rien pour se distraire. Sauf, le roi fait savoir à travers tout le pays qu'il offrira une pomme en or massif à celui qui viendrait lui raconter une histoire incroyable, c'est-à-dire une histoire impossible à croire. Alors aussitôt, jongleur de mots, funambule du verbe, tisseur d'histoires, poète des chemins se prête aux portes du château. Et le roi n'a que l'embarras des histoires. Alors soir après soir, il en reçoit un après l'autre. Tous les soirs, c'est le même rituel. Il s'installe dans son petit salon. On fait entrer la conteuse ou le conteur du moment, parfois accompagné de musiciens. Le roi s'assoit. Et il invite le conteur ou la conteuse à commencer. Et ce soir, c'est une conteuse qui est là. Le roi s'installe. Et l'histoire commence. La 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 adossé à la forêt, le long du grand fleuve, s'étire le palais de l'empereur. Il est tellement beau qu'on raconte que parfois même son reflet dans l'eau en frémit de bonheur. Il est tellement beau qu'on raconte que les gens se pressent de tous les côtés du pays pour l'admirer. L'empereur, c'est un homme de goût, un homme fin, un homme des arts, qui aime à s'entourer d'objets rares et précieux. Un jour, un messager passe au palais. Il fait savoir à l'empereur qu'il existe dans son empire, au pas loin, juste de l'autre côté du grand fleuve, un oiseau dont le chant est si beau qu'il fait pleurer tout ce qui l'écoute. Aussitôt, l'empereur, curieux, veut rencontrer cet oiseau. Qu'on aille le chercher, qu'on lui demande de venir chanter pour moi au palais. Et les deux gardes s'en vont. Ils traversent le grand fleuve. Lorsqu'ils arrivent à l'orée de la forêt, ils s'arrêtent. Ils entendent une musique belle, si belle, que sans hésiter, ils se laissent guider par elle. Et ils l'emmènent jusqu'au cœur de la forêt. Là, au pied d'un arbre immense, sur l'une des plus grosses branches, un tout petit oiseau. C'est un rossignol. Mais son chant est si beau, si pur, si fin, que les deux gardes restent là, les yeux écarquillés, bouche bée, et des larmes se mettent à rouler sur leurs joues. Puis l'un d'eux se ressaisit, il s'approche un peu plus près de l'oiseau. « L'empereur te fait savoir qu'il voudrait que tu viennes chanter pour lui ce soir au palais. » Chanter pour l'empereur? Le rossignol est flatté. Il suit les deux gardes sans hésiter. Ce soir-là, c'est un grand soir au palais. L'empereur a réuni les plus grands de ce pays, les meilleurs musiciens aussi. Tous sont installés, prêts.
Le rossignol, lui, est posé sur une petite table finement sculptée. Il ferme les yeux et commence à chanter. Alors un frisson parcourt l'assemblée. Chacun suspend sa respiration. Et au premier rang, l'empereur ferme les yeux pour tenter de retenir 2 larmes qui roulent sur ses joues et viennent s'échouer sur le parquet. Quand le rossignol s'arrête enfin de chanter, personne n'ose bouger ni respirer. L'empereur finit par se lever. Il s'avance tout près du rossignol et lui demande comment le remercier. Mais l'oiseau, d'un mouvement de bec, lui signifie que les 2 larmes qui ont roulé là jusqu'à ses pattes, 2 larmes d'empereur, sont le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais fait. Oh, reste, rossignol, reste au palais, chante pour moi, chante pour eux, chante pour nous, on va faire de toi un rossignol impérial. Le rossignol est flatté, il s'installe au palais, et il va de ci, et il va de là. Il chante quand ça lui plaît. Mais à chaque fois, son chant est comme un long ruban de soie qui enveloppe toutes les salles du palais. Et à chaque fois, où qu'il soit, l'empereur s'arrête stupéfait pour écouter les yeux mouillés. Bientôt, les gens viennent de loin et se pressent tout près du palais pour tenter d'attraper quelques gouttes du chant de cet oiseau. Un matin, l'empereur reçoit un paquet. C'est un cadeau envoyé d'un roi, d'un royaume voisin. À l'intérieur, un oiseau mécanique. Oh, un bel objet. L'oiseau est tout en or, avec 2 rubis à la place des yeux, des ailes couvertes de pierres précieuses en guise de plumes, et là, sous les pattes, sur le petit trépied, une petite clé. L'empereur, délicatement, avec ses doigts un peu lourds, attrape la clé et la tourne. Et une musique fine, cristalline, sort de l'oiseau. Il chante, c'est si beau, si fin, si léger, que l'empereur, les yeux écarquillés, écoute sans bouger. Quand l'oiseau mécanique se tait, les mains tremblantes, l'empereur reprend la clé et la tourne à nouveau. Et l'oiseau mécanique se remet à chanter. L'empereur n'en revient pas. Alors toute la journée, il se déplace avec son oiseau mécanique et il tourne, et il tourne, et il tourne la petite clé. Et l'oiseau mécanique chante, 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 sans jamais se lasser. Les jours suivants, l'empereur ne se sépare plus de son nouveau jouet. Il l'emmène partout, dans sa chambre à coucher, dans les jardins du palais, dans la salle du conseil, dans les lieux d'aisance où d'habitude on ne se rend que seul. Et il tourne, et il tourne, et il tourne la petite clé. Et l'oiseau mécanique chante, 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 sans jamais se lasser. Le rossignol aussi, il chante. Mais il n'a plus personne pour l'écouter. Non, l'empereur l'a presque oublié. Un matin, il vient se poser sur son épaule, comme il avait l'habitude de le faire pour le saluer, mais l'homme, d'un mouvement d'humeur, le chasse. Et le rossignol, le cœur un peu gros, quitte le palais et retrouve sa liberté au fin fond de la forêt. L'empereur ne s'en aperçoit même pas. Lui, il ne pense qu'à son oiseau mécanique, qu'il fait chanter à tous ceux qui viennent le rencontrer, le visiter. Et à longueur de journée, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, il tourne, et il tourne, et il tourne la petite clé. Et l'oiseau mécanique chante, 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 sans jamais se lasser. Un matin, comme chaque matin, du fin fond de son lit, les yeux encore fermés, il cherche l'oiseau mécanique. De ses doigts, il en dessine le contour. La tête, le bec, les yeux, les ailes couvertes de pierres précieuses, la clé. Il la tourne. Mais un terrible grincement, un horrible couinement sort du ventre de l'oiseau, puis plus rien. Surpris, l'empereur se redresse un peu dans son lit, il saisit l'oiseau, tourne à nouveau la clé, mais l'oiseau ne chante pas. Vexé, il le secoue un peu, lui dit quelques vilains mots, mais l'oiseau ne chante plus. Alors on fait venir un horloger, et puis un deuxième, et un troisième, et tous les 3 se penchent sur le même objet. Ils le démontent, l'auscultent, discutent, se disputent, le remontent, et le redémontent. En vain, le verdict finit par tomber. Le beau joujou de l'empereur est cassé.
Quel silence dans le palais. On entend à peine les mouches voler. C'est qu'avec l'arrivée de cet oiseau mécanique, l'empereur n'a plus convié aucun musicien. Mais sans son oiseau, l'empereur, lui, il s'ennuie. Il s'aigrit, il tombe malade. Alors on l'invite, on en prend soin, on le veille, en vain. Bientôt, l'empereur ne bouge plus du fond de son lit. Il sent la mort qui rôde dans son dos. Il entend son rire grinçant. Un matin, pourtant, il entend un autre chant, une musique belle, qu'il se souvient d'elle. Péniblement, il tourne la tête sur son oreiller et il regarde vers la fenêtre. Et là, le rossignol, posé, en train de chanter. Et son chant, qui sonne, résonne dans la chambre de l'empereur fort, si fort qu'il vient faire battre son cœur et qu'il chasse la mort. Et dans le fond de son lit, doucement, l'empereur reprend vie. Il se redresse, met ses 2 pieds en bas du lit, se met debout, se tient sur le bord du lit, fait le tour. Il veut s'avancer vers la fenêtre, remercier l'oiseau, lui demander de rester, de s'installer au palais, de chanter pour lui, Mais quand il arrive à la fenêtre, l'oiseau est parti. Il s'est envolé. Il va de ci, il va de là. Il chante quand ça lui plaît. Peut-être qu'il reviendra. Le roi sourit. Ton histoire est jolie. Mais à aucun moment, je n'ai douté qu'un tel empereur ait pu exister, ou existera encore. Et la conteuse a ramassé ses mots. Elle est repartie à travers les chemins, son sac à mousse sur le dos, égrener ses histoires ailleurs. Le roi, lui, le soir suivant, il s'est installé à nouveau dans son petit salon. Un raconteur d'histoires est rentré. Le roi s'assoit. Et l'histoire se dit. Il est parti. Il est parti parce que les hommes ne l'écoutaient plus. Scara, le grand sorcier, vous savez, qui connaissait tous les secrets de la terre. Il est parti et depuis qu'il est parti, tout a changé. D'abord, ce sont les fleurs. Elles se sont fanées. Alors les abeilles n'ont plus fait le miel. Les insectes ont disparu. Les oiseaux n'ont plus chanté et les animaux s'en sont allés. Et le pays est devenu un immense désert de terre noire, sèche, aride. Les hommes, ils sont restés. Ils ont continué à s'acharner sur cette terre, à tenter de la cultiver, puis peu à peu, ils se sont habitués à ne presque rien récolter, et ils sont devenus des hommes du désert. Et bientôt, il n'y avait plus que les anciens, qui se souvenaient du temps où Scara était là, du temps où le pays était vert et fleuri, où les oiseaux chantaient. Alors, ils racontaient aux enfants l'histoire de ce temps-là. Ils leur racontaient les couleurs. Ils leur racontaient les odeurs. Ils leur racontaient les chants. Ils leur racontaient les animaux. Et les enfants, ils écoutaient, ils voyaient, ils imaginaient, ils sentaient. Ils croyaient. Mais devenus grands, ils oubliaient. Tous. Tous, sauf Jeannot. Jeannot, lui, depuis tout petit, cette histoire-là, tous les soirs, il a demandé dans son lit. Jeannot, depuis tout petit, tous les soirs après l'histoire, il disait « Moi, quand je serai grand, j'irai chercher Scara, le grand sorcier, et je lui demanderai qu'il nous rende les secrets de la terre. » Alors, forcément, Jeannot est grand un jour. C'est le moment. Il prépare son sac, met quelques affaires dedans, embrasse ses parents, et sa mère le retient par le bras. « Enfin, Jeannot, ce n'est qu'une histoire. C'est ma mère qui me racontait cette histoire et sa mère qui l'a lui racontée. Scara, le grand sorcier, n'a sûrement jamais existé. » Mais Jeannot est décidé et il s'en va. Les gens du pays, quand ils le voient passer, ils se mettent à ricaner. « Ha !
Jeannot, il croit aux histoires pour enfants. Hé, Jeannot, méfie-toi que le vent ne t'emporte pas. Et Jeannot, il marche. Il marche son sac sur le dos. Il marche dans le désert de terre noire toute la journée, sous le soleil brûlant. Il marche sans s'arrêter. Seulement en fin de journée, il finit par se poser sur un rocher. Il pose son sac, fouille dedans, cherche quelques affaires, quelque chose à grignoter. Quelque chose se pose à côté de lui. Il n'a jamais vu ça. Ça a une toute petite tête avec un crochet au bout et des bras couverts de plumes. Un oiseau, comme dans l'histoire de sa maman. C'est un aigle. Et l'aigle s'approche tout près de Jeannot. Bonjour. Je t'ai vu marcher toute la journée. Mais où vas-tu? Je cherche Scara, le grand sorcier. On m'a dit qu'il connaissait tous les secrets de la terre. Je voudrais lui demander qu'il nous rende les secrets des fleurs. Tu es bien courageux. Je peux t'aider si tu veux. Demain, je t'emmènerai au pied de l'immense montagne où habite Scara, le grand sorcier. Mais je ne pourrai pas te monter en haut. Je te laisserai en bas. Jeannot est ravi. Il n'en revient pas. Alors il remercie l'aigle et s'endort là, à même le rocher. Et au petit matin, l'aigle le réveille. Jeannot, Jeannot, il nous faut nous lever pour trouver le sorcier. Jeannot se lève, l'aigle ouvre grand ses ailes. Il monte sur son dos, se sent comme un oiseau, traverse les déserts et survole les mers. Il vole sur son dos et voit la terre de haut, des terres inhabitées, des lieux insoupçonnés. Il vole. Et à la nuit tombée, l'oiseau l'a déposé au pied d'une immense montagne. Jeannot a beau lever le nez, il n'en voit pas le sommet. C'est comme si la montagne allait se perdre là-haut dans le ciel. Alors Jeannot tourne autour, il cherche un endroit par où accéder, grimper, mais la montagne n'est qu'un rocher, lisse comme une savonnette. Jeannot tourne une fois, revient, retourne, fait demi-tour, cherche, et il tombe nez contre museau avec un âne. Bonjour, mais jeune homme, que fais-tu dans cette terre inhospitalière? Je cherche Scara, le grand sorcier. On m'a dit qu'il connaissait les secrets de la terre. Je voudrais grimper en haut de cette montagne. Tu es bien courageux. Je vais t'aider si tu veux. Demain matin, je te montrerai le chemin. Là où je poserai mes sabots, tu mettras tes pieds. Jeannot est ravi. Il s'endort là au pied de la montagne. Et au petit matin, l'âne le réveille. Jeannot, Jeannot, il nous faut nous lever pour trouver le sorcier. L'âne s'avance. Jeannot le suit. Le nez dans ses sabots, il grimpe très très haut, mais quand il lève le nez, il voit pas le sommet. Il grimpe toute la journée, il grimpe sans s'arrêter, et à la nuit tombée, toujours pas de sommet. Ah non, Jeannot, il en a assez. En fait, cette histoire, c'est juste n'importe quoi. Scara, le grand sorcier, n'a jamais existé, il aurait mieux fait d'écouter ses parents. Jeannot s'assoit sur un rocher, met sa tête entre ses mains et laisse ses larmes couler. À côté de lui, un petit bruit, un clapotis, un bruit de pluie. Jeannot essuie ses joues mouillées et là, entre deux rochers, un filet d'eau. Alors il plonge les mains et se met à boire l'eau. Qui boit de mon eau? Hein? Mais qui parle? Il n'y a personne ici. L'âne est un peu plus bas. Qui boit de mon eau? La voix vient de la source. Oh, c'est moi, Jeannot. Je voudrais grimper en haut de cette montagne. Deux mains sortent du rocher. Jeannot, Jeannot, laisse-moi t'emmener pour trouver le sorcier. Les mains le portent haut, se sent comme un oiseau, glisse le long du rocher et vole jusqu'au sommet. Il vole toute la nuit
il vole sans abri, et au petit matin, les mains le posent enfin, tout en haut de la montagne. Waouh! Comme c'est beau! Comme c'est beau! Toutes ces couleurs et cette odeur. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de fleurs. Jeannot, qui n'a jamais vu une fleur de sa vie, il se penche tout délicatement pour poser son petit doigt sur le pétale de l'une d'entre elles. Derrière lui, une voix. « Prends, Jeannot, prends toutes les fleurs que tu veux. » Hein? Mais qui parle? Il n'y a personne ici. C'est qui? C'est quoi? C'est moi, Scara, le grand sorcier, celui que tu as tant cherché. Prends toutes les fleurs que tu veux, tu les as bien méritées. Ramène-les dans ton pays, plante-les avec soin. Moi, je t'enverrai les vents du nord, les vents du sud, les vents de l'est, les vents de l'ouest, ils t'amèneront la pluie. Tes fleurs vont se multiplier et tout ton pays reprendra vie. Va. Alors Jeannot, qui n'a jamais vu une fleur de sa vie, il ne sait pas laquelle prendre. Ça, ou ça, ou ça. Et puis finalement, il attrape la première. Et il en cueille une de chaque couleur, une de chaque hauteur, une de chaque grosseur. Et bientôt, il a les bras tellement chargés de fleurs qu'il ne peut plus en cueillir aucune. Alors il redescend, il reprend le chemin de son pays. Et quand il arrive chez lui, les gens de chez lui sont intrigués de le voir avec les bras pleins de couleurs. C'est quoi ce qu'il a, Jeannot, là? C'est quoi ce truc-là? Ça se mange, tu crois? Les enfants, eux, ils comprennent sans hésiter. Alors ils suivent Jeannot en sautillant et en chantant. Et quand ils voient le jeune homme se mettre à genoux et commencer à faire des trous, ils creusent avec lui des trous, des milliers de trous. Et Jeannot prend les fleurs et une à une, il les plante avec soin. Des milliers de fleurs. Et le vent se lève, la pluie se met à tomber, les fleurs redressent la tête. Elles grandissent, se multiplient. Les abeilles reviennent faire le miel. Dans les grandes herbes, ça saute, ça grouille, ça chante. Et les animaux, attirés par le chant des oiseaux, retrouvent le chemin du pays. Et tout le pays reprend vie. La 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 la. La 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 la. Le roi frémit. Sa lèvre supérieure se met à trembler, puis il se ressaisit. Si tu crois qu'à mon âge, on ne croit plus aux sorciers. Et la pomme d'or reste sur le buffet. Et ainsi, soir après soir, le roi laisse ses oreilles s'enivrer. Soir après soir, l'histoire se dit. Tous les matins, elle va chercher de l'eau à la rivière. Quand elle remonte, elle porte 2 cruches accrochées à un palon de bois. D'un côté, une cruche bien fermée, de l'autre, une cruche percée. Un jour, en chemin, en remontant vers le village, la cruche percée se met à pleurer. « Je ne sers à rien. Je ne fais mon boulot qu'à moitié. Quand j'arrive en haut, je n'ai plus d'eau à te donner. » Elle se penche vers la cruche percée. « Tu ne sers à rien. N'as-tu rien remarqué, de ton côté, sur le chemin, toutes les fleurs qui ont poussé? C'est moi qui ai laissé les graines s'envoler au vent un matin. Mais c'est toi qui, chaque matin, leur apporte de l'eau juste comme il faut. » Ces 2-là,
Ils aimaient bien se raconter des histoires devant un bon verre. Et il faut croire que ce soir-là, ils avaient beaucoup de choses à se raconter parce que les bouteilles ont commencé à s'empiler sur le comptoir. Quand ils se sont enfin décidés à rentrer, ils n'avaient plus aucune idée de l'heure qu'il était. Mais en sortant du petit bar, ils ont vu là dans le ciel un astre rond, lumineux, orangé. T'as vu la lune comme elle est belle cette nuit? Et t'as un peu trop bu, hein? C'est pas la lune qui est là, c'est le soleil qui est en train de se lever. On a tellement discuté que c'est déjà le matin. Et c'est toi qui as trop bu. C'est la lune, je te dis. Mais non, c'est le soleil. La lune, le soleil. La lune, le soleil, la lune, le soleil. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Une silhouette est passée. Ils l'ont interpellée. Excuse-nous, parce que vous pourriez peut-être nous aider. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Enfin, on ne sait plus très bien. C'est la lune ou le soleil qu'on a là devant nous? La silhouette est restée un long moment devant l'astre lumineux sans bouger. Puis elle s'est retournée vers les deux hommes. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je suis pas d'ici. Majesté, savez-vous pourquoi la mer est salée? Alors laissez-moi vous raconter. Au tout début des temps, au tout commencement, quand le temps était encore dans le temps, c'est vous dire s'il y avait longtemps. Une fois il était, une fois il n'était pas. Ce que je vais vous raconter sûrement est vrai, puisqu'à moi on me l'a raconté. C'era una volta. Et ainsi, nuit après nuit, dans le petit salon du roi, l'histoire se dit. Le roi sourit, frémit, est ému, rit, indigné, mais chaque fois que l'histoire s'arrête, il hoche la tête, et la petite pomme d'or reste sur le buffet. Et ce soir, c'est une petite vieille qu'il a devant lui. Le roi s'assoit, et la vieille s'approche tout près de lui. Majesté, souvenez-vous, nous nous sommes rencontrés au pays des quatre vents. Ce jour-là, vous étiez assis sur la margelle d'un puits. À vous voir jamais, je n'aurais cru que vous étiez un si grand roi. Vous étiez assis avec une barbe longue de 3 mois, un visage fatigué, poussiéreux, des vêtements troués, et vous m'avez supplié de vous donner un peu à boire. Alors moi, j'ai rempli une des cruches et je vous l'ai offerte, Majesté. Puis vous avez bu longuement, doucement, et vous m'avez rendu ma cruche en me disant « Loué sois-tu, vieille dame, car tu viens de servir un grand roi. Alors, si tu peux venir jusqu'à chez moi, et si pour cela tu parviens à traverser les 10 montagnes de feu, la mer sans feu, la forêt des âmes, et si tu viens jusqu'à mon royaume, je remplirai cette cruche, celle-là même dans laquelle tu viens de me donner à boire, je la remplirai pleine de pièces d'or. Et dans un éclair de vent, Majesté, vous vous êtes envolé, vous avez disparu. Moi, j'ai fait comme vous m'avez dit. J'ai gardé la cruche à la main, j'ai mis le chemin sous mes pieds et je suis partie. Et j'ai marché. J'ai traversé les 10 montagnes de feu, la mer sans fond, la forêt des âmes. Et me voilà ce soir devant vous, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver jusqu'ici. Et vous apporter la cruche pour vous demander de me donner l'or que vous m'aviez promis, Majesté. Le roi écarquille les yeux, puis bondit hors de son fauteuil. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne te connais pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés. » Majesté, seriez-vous en train de me dire que vous ne croyez pas à mon histoire? Le roi se ressaisit. Non, c'est vrai, ça me revient maintenant, mais c'était il y a si longtemps,
Et tout ce temps s'est inscrit dans les traits de ton visage. Je ne te reconnaissais pas. Alors, Majesté, remplissez ma cruche. Le roi sourit. Il avait trouvé plus fine que lui. Et la vieille y repartit. Dans le creux de sa main, la pomme d'or, serrée, dans ses petits doigts noués. Et voilà, merci à l'initiative que le spectacle continue. Donc vous avez une deuxième diffusion pour remplacer la première qui a eu des soucis de transmission en direct. C'est exactement le même contenu que ce que je vous ai proposé il y a une demi-heure en amont. Merci beaucoup à Que le spectacle continue. Vraiment, désolé pour ces soucis techniques indépendants de notre volonté. Merci à vos oreilles que vous nous avez prêtées pour écouter cette histoire. Et je vous souhaite un bon dimanche de Pâques.